Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vous allez bien? Je m'appelle Ludoc, je suis réalisateur. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre des petits trucs de réal, la base de comment on réalise une vidéo. Le plus important, c'est le scénario. C'est-à-dire qu'on retient plus facilement une histoire qu'une façon de filmer, une façon de mettre en scène, etc. Vraiment, dites-vous, le plus important, c'est le fond et la forme, ça passe après. Je vais commencer par les techniques de base de la caméra. Les 3 trucs principaux sur ce petit boîtier, ça va être le diaphragme, les ISO et l'obturateur. En gros, le diaph, c'est un peu comme votre iris dans l'œil. C'est-à-dire que plus il y a de lumière, plus votre iris il se ferme. C'est-à-dire que là, en plein soleil, tout est net. Moins il y a de lumière, donc la nuit, votre iris il s'ouvre de ouf. Et donc c'est vite fait flou. Donc c'est le genre de truc qu'on utilise pour avoir du flou à l'image, pour avoir la profondeur de champ. Et nous, en général, on va chercher ce genre de rendu, qui est très cinéma, qui permet vraiment de détacher le personnage de l'arrière-plan. L'obturateur, c'est le déclenchement des images, c'est-à-dire que c'est la vitesse à laquelle l'appareil prend des images. Ça va jouer sur le flou de mouvement. Les ISO, on va dire que c'est la sensibilité du capteur. C'est une manière de récupérer plus de lumière sans avoir à ouvrir ton diaph. Les températures de couleur. Le blanc, la couleur blanche peut avoir différentes températures de couleur. C'est-à-dire que nous, on le voit blanc, mais la caméra ne le voit pas forcément de la même façon. C'est-à-dire que là, quand vous voyez là-dessus, le blanc des nuages, il est blanc pour tout le monde. Mais la caméra, elle va le voir de façon différente. Et donc la balance des blancs, ça permet en fait de dire à la caméra dans quelle température des couleurs on est pour éviter d'avoir une image trop orange, trop bleue, etc. Ça, c'est un peu plus récent. C'est en gros, moi, je vous conseille, surtout vos appareils photo ou caméras, si vous le pouvez, de filmer en log ou en flat. Parce qu'en fait, à l'étalonnage derrière, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez de votre image. Le log, ça va être un truc un peu gris, un peu désaturé, pas trop contrasté, que vous allez pouvoir retoucher, etc. Voilà, ça, c'était la partie technique. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer les trucs un peu plus cool. Comment on éclaire quelqu'un. La qualité de votre vidéo, c'est pas juste si tu as une bête de caméra, il faut aussi savoir éclairer un personnage. Et ça marche pour le fast-cam, évidemment pas pour le vlog, mais ça marche à la fois pour le fast-cam, pour le clip, pour la fiction, pour tout ce que vous voulez. C'est l'éclairage en 3 points. On va dire que ça, c'est notre acteur. On va vous le mettre ici. Votre caméra, ça va être ses micros. Le premier truc qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le contre. C'est ce qui était vachement utilisé dans les films en noir et blanc pour détourer un peu la silhouette. Parce que comme tout est en noir et blanc, on faisait des gros contres bien forts pour que, en gros, il y ait une lumière dans le fond qui puisse te détacher. Et c'est super important pour les fonds verts, ça on va voir juste après. En gros, après, il y a 2 lumières. Il y a la lumière principale qui va être la lumière la plus puissante et la lumière secondaire qui va, pour éviter d'avoir en gros un énorme contraste. C'est-à-dire que si vous balancez une lumière que dans un sens, je vais être en mode volte-face, je vais avoir qu'une seule grosse lumière ici, ça va être tout sombre et donc ça va être dégueulasse. Donc l'idée c'est d'avoir une lumière à droite ou à gauche qui est assez puissante et une autre lumière à gauche ou à droite en symétrie qui est plus faible mais pour garder un contraste mais pour quand même équilibrer qu'on ait un truc un peu diffusé. C'est-à-dire la diffuser, c'est soit vous l'utilisez en réflexion, si vous avez un mur blanc, vous balancez la lumière contre le plafond et ça diffuse la lumière, c'est carrément plus joli pour votre peau. Le fond vert c'est exactement la même chose. En gros on utilise soit des fonds verts, soit des fonds bleus, parce que c'est les 2 couleurs qui sont en général pas sur le corps ou pas sur les vêtements. En général, on filme avec des fonds verts plus que des fonds bleus, parce que le fond vert, la couleur verte est beaucoup plus claire, donc il n'y a pas besoin de balancer une énorme lumière. Les règles importantes, ça va être que votre fond vert, quand vous l'utilisez, essayez d'avoir un fond vert le plus lisse possible, qui ait pas de plis. Le but, c'est de n'avoir que le fond vert il soit vraiment uniforme, donc qu'il n'y ait aucune ombre. Détachez votre acteur, mettez-vous limite ici, comme ça la lumière qui est face, elle va balancer une ombre qui va partir dans le décor et on s'en fout. Les objectifs, c'est limite le truc le plus important sur un appareil photo, une caméra. C'est-à-dire que peu importe l'appareil photo, moi l'important ça va être plus d'avoir un bel objectif. Un bel objectif, ça va être un objectif qui peut par exemple ouvrir avec un diaph très faible. Pourquoi? Parce que vous pouvez plus facilement avoir du flou. Le son, c'est le truc qui est super important. Et je dirais qu'en plus de l'objectif, c'est le petit truc qu'il faut ajouter à votre matos. Et les 2 façons de prendre le son, ça va être soit une perche, soit sur des micros HF, micro-cravates qui sont comme ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment à côté de moi. L'idée, en fait, c'est d'avoir le micro le plus proche possible de la personne pour l'entendre le mieux. Et évidemment, de ne pas le voir à la caméra. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet, les parties un peu plus intéressantes. Quand tu réalises une vidéo, quand tu fais ta vidéo, c'est en 3 parties. Tu as toute la prépa, tu as le tournage et ensuite tu as le montage. Plus vous êtes préparé, plus vous allez pouvoir gérer toutes les petites impros qui vont arriver, parce qu'il n'y aura que ça. Les valeurs de plan. Un des premiers trucs que j'avais appris, c'est un plan égale une info, c'est-à-dire ne faites pas des plans inutiles.
Le premier plan qui va être le plan large, c'est un peu le plan d'exposition, le plan qui situe le truc. Les plans un peu plus serrés, ça va être un peu plus dans l'émotion, dans le détail. Le plan moyen, c'est la meilleure façon de filmer une action. Le plan américain, en gros, c'est le plan qui est arrivé au moment des Far West quand on se filmait et que pour voir le holster et voir le visage, on filmait exactement ici. Donc en gros, un plan américain, c'est quand le cadre commence ici jusqu'au visage. Le plan, on dit aussi plan italien, c'est quand la caméra commence juste au-dessus des chaussures parce que les Italiens étaient réputés pour avoir des chaussures dégueulasses. En gros, le découpage vraiment basique d'une scène, c'est vraiment le plan large, on situe où on est. À chaque scène, à chaque changement de décor, tu te dis, je vais mettre un plan d'exposition, un plan large, comme ça mon spectateur il sait où on est. Et après, je peux m'amuser à faire des plans serrés, des plans détails, etc. Je ne l'ai pas perdu parce qu'il sait avant, il a déjà tout vu. Grâce à cette technique du plan large et ensuite champ contre champ, bah, le plan large, tu mets un peu ce que tu veux. Donc là, par exemple... Je vais te demander d'être très attentif. Il y a deux choses que je déteste par-dessus tout. Être dérangé dans mon bar et manger une andouille. Voilà. Là, vous voyez ça et vous dites, putain, Jérôme, Natou et Baptiste, ils sont partis à New York, ils se sont mis bien. Pas du tout, en fait. On a fait juste la technique du... on va sur un site de stock shot. Donc quand vous écrivez un scénario et que vous dites, putain, j'aimerais bien que ce soit en forêt amazonienne, tu te dis, ouais, on ne peut pas tourner en forêt amazonienne. Bah, tu prends juste un stock shot, tu tapes forêt d'Amazonie, tu trouves le plan à 10-20 euros. Et ça donne des impressions un peu stylées. Donc moi, c'est le truc le plus important, et c'est ce que je vais essayer de vous enseigner au fur et à mesure, c'est que vraiment, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se dire, j'ai pas de moyens, je ne peux pas faire des trucs cool. Je vais vous montrer une autre bidouille encore pire. Voilà, ça c'est avec Allison et Poulpe. Donc là, pareil, le plan large, il nous indique quoi? Qu'on est dans un hélico. Évidemment, c'est un stock shot. Et les champs contre champs nous donnent l'impression qu'on filme dans un hélico. Ce qui est évidemment faux, on n'a pas d'hélico, on n'a pas de budget. On a filmé dans un 20 mètres cubes, c'est un camion. Vous pouvez voir des camions qui sont dans le genre, je vais juste vous montrer les coulisses. Voilà. Mais c'est la scène finale. On va tourner faux hélico dans un camion. Bon, ça, voilà, ça c'est l'hélico. Donc quand vous avez vu les images avant, vous vous êtes dit c'est stylé. Ils ont eu un vrai hélico, ils ont tourné dans un vrai hélico. On a juste acheté un stock shot à 20 euros. Et ensuite, on a utilisé un camion qu'on utilisait sur le tournage. On a mis une lumière verte avec un peu d'accessoires pourris. On a fait bouger la caméra, on a rajouté les bruits d'hélico. Et ça donne un truc un peu ouf, où on se dit, putain, les gars sont millionnaires. Et c'est complètement faux. Donc vraiment, quand vous écrivez, vous pouvez vous permettre des trucs un peu fous. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, mais on va d'abord parler de la composition. Il y a plein de façons de composer ton image et en fait, vous pouvez améliorer des choses juste en composant un peu mieux votre image. Le premier truc que je fais quand je découpe une vidéo, quand je lis un scénario, c'est quand je liste un peu mes plans, moi j'essaie de ne pas perdre le regard du personnage. C'est-à-dire que si le personnage il parle comme ça et que la caméra est face à moi et qu'il se passe un truc dans le dos et que je tourne le truc et que mon acteur doit se tourner pour voir ce qui se passe, moi j'ai tendance à dire, pour donner de la dynamique à ton montage, si le regard se baisse pour regarder quelqu'un au sol, un truc au sol, bah, mets une caméra au sol. Ne perds pas le regard de ton acteur. C'est un truc que moi j'essaye à chaque fois d'avoir. Quand tu filmes un mec en contre-plongée, c'est-à-dire que tu mets la caméra en dessous, tu crées un sentiment un peu de « ok, le mec est puissant, le mec est badass, etc. » Pour la plongée, et je me suis rendu compte que dans toutes les réels que je fais très peu de plans en plongée, c'est vraiment quand tu prends comme ça. Comment dire, c'est un peu le spectateur te prend de haut et le personnage c'est un peu ta victime. La bidouille de la contre-plongée. Le truc avec la contre-plongée qui est cool, c'est si vous voulez faire une petite scène historique à un moment donné dans votre film, faites de la contre-plongée, c'est ce qui est utilisé dans tous les gros films. J'essaie de vous montrer les refs. Voilà. Et si tu veux filmer un mec dans les années 30, 40 à Paris, plutôt que de le faire comme ça, où là tu vas voir le métro, les panneaux, etc. Juste pour nous qui n'avons pas de budget, le simple fait de se dire je baisse ma caméra parce que je ne vois que les toits et quand tu regardes Paris dans ce sens-là, ça peut être Paris dans les années 1900, ça marche. Donc la contre-plongée, ça peut être très utilisé pour ça. Le Dutch angle, c'est le plan incliné. C'est parce qu'en général, tous nos plans sont très parallèles, droits, etc. Et le fait juste de prendre ta caméra et de faire juste comme ça crée un truc un peu chelou. Dès que tu commences à changer un peu la perspective, ça crée un truc chelou et le spectateur, il se dit « Ok, attends, c'est chelou, l'ambiance est chelou. » Et sans rien faire, juste en faisant ça avec ta caméra, tu as déjà créé une ambiance chelou. La vue subjective, vous connaissez tous ce que c'est quand on a un personnage qui cherche quelque chose, qui a trouvé quelque chose.
Et donc c'est en effet, on a le plan sur lui, et tout d'un coup, on utilise la caméra comme si c'était sa vue. Et la vue subjective, évidemment, pour bien la faire, c'est que tu prends la caméra à la main, tu bouges dans tous les sens, et ça peut vous sauver sur pas mal de trucs, parce que c'est un plan qui ne demande pas beaucoup d'install, qui peut être tremblant, qui peut bouger dans tous les sens, mais qui, pour ta narration, est super pratique. Là, je crois qu'il y a plusieurs exemples de vue subjective avec un personnage qui découvre quelque chose ou qui cherche quelque chose. Voilà, vue subjective. Encore. Encore. Voilà. La vue subjective, c'est le genre de truc qui peut te sauver. Par exemple, ça te permet de montrer un danger et une présence sans avoir à la filmer. Et donc ça, c'est tout con, mais si vous écrivez une petite scénette avec un loup-garou, avec un zombie, etc., vous n'êtes pas obligé de le filmer. Tu peux créer la tension autrement. Voilà. Là, on va parler d'un autre truc que je trouve très cool. Tout le monde, à un moment donné, va être amené à filmer un dialogue. Et il y a plusieurs règles très importantes pour que votre dialogue il marche. Déjà, à la base, le chant, je filme dans ce sens-là, et le contre-champ, c'est juste l'inverse, je filme dans ce sens-là. Et le hors-champ, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est la base. Tu as deux manières de le faire. Soit comme ça, en chant contre chant, soit en plan séquence. Le plan séquence, c'est assez stylé, puis ça peut amener un truc un peu différent si tes comédiens jouent bien, etc. Mais le problème, c'est qu'au montage, si tu veux rajouter du dynamisme, si tu veux prendre la bonne prise où tel acteur joue bien, mais tel acteur joue mal, tu peux pas parce que tu as ton plan séquence, etc. Donc en général, 80% des dialogues vont être filmés en chant contre chant. La règle principale, c'est quand tu filmes ton acteur et qu'il regarde dans un sens, elle regarde de gauche à droite, il faut que celui qui est en face regarde de droite à gauche. Pourquoi? Parce que si les deux regardent dans le même sens, on va avoir l'impression qu'ils parlent à une troisième personne. Cette règle-là que je vous ai donnée, c'est la règle des 180 degrés. Je vais essayer de vous la rendre très très simple. À la limite, s'il y a deux personnes qui veulent juste se mettre là, je peux vous montrer... Allez. En gros, la règle des 180 degrés, elle s'applique au dialogue, mais elle va s'appliquer à plein d'autres trucs après que je vais vous montrer. C'est en gros, il y a deux personnes qui se regardent et on trace une ligne. Il y a une ligne, comme ça, et entre vous. Et l'idée, c'est que quand tu cadres un dialogue, si tu décides de cadrer dans ce sens-là, c'est-à-dire que je suis là, sur toi, et ensuite je suis là, sur toi, ou alors là en plan large, je reste dans cette zone. Parce que si je commence à faire un plan ici sur toi, et qu'après pour te filmer, je vais ici, c'est ce moment où toi tu vas regarder de droite à gauche, et ce plan-là, toi aussi tu vas regarder de droite à gauche. Donc la règle des 180, tu te dis que quand il y a deux personnes qui discutent, ou même un groupe, etc., tu te fixes une ligne dans ta tête ou sur ton plan, et tu te dis tous les plans que je vais faire, je vais essayer de les faire dans la même zone. Parce que si tu commences à faire un plan ici, ensuite un plan là, ensuite un plan là, ton spectateur il va pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'un coup tu vas regarder gauche à droite, enfin ça va être le bordel. Le chant contre chant, il y a deux façons de le filmer. C'est soit tu filmes ici pour l'avoir en amorce, et du coup pour créer un équilibre, il faut que ton contre-champ ce soit aussi ici avec amorce. Soit tu le filmes là sans amorce, et du coup ton contre-champ, il faudra aussi qu'il soit sans amorce. Et en fait, ces techniques-là, c'est que quand tu es avec amorce, ça crée un sentiment un peu intime, genre ils sont proches, parce que du coup tu les vois tous les deux sur le plan. Et quand tu es sans amorce, ça crée une distance. Je vais essayer de vous trouver des références, du coup je n'ai plus besoin de vous. Merci. Ça va être sans amorce. J'échange ton sac avec celui d'un gangster, pas mal. Si on a le même sac, ça arrive de se tromper, non? Vous ne trompez jamais, peut-être. Le même sac, zébré, avec corne blanco. Voilà. Et amorce, plus intime. Voilà. Là on voit Yvick, on voit Ludo. Et ça part sur le discours larmoyant du meilleur ami qui m'a collé. Non, c'est pas du tout un discours. C'est votre que je... Voilà, on était un peu plus intime. Alors, la bidouille et la course-poursuite, voilà, c'est mes bidouilles. Voilà. Alors, je vous la fais beaucoup plus simple. Donc, une course-poursuite, c'est trois plans. C'est la vue intérieure de la voiture, la vue extérieure, et après, il y a la vue subjective qui est bonus quand il y a vraiment un danger et qu'on ne peut pas le faire vraiment en voiture. Et du coup, la vue intérieure, vous avez vu qu'il n'y a pas besoin de filmer à pleine vitesse. Il suffit juste d'être arrêté, de faire trembler la caméra. Ce truc du trembler la caméra, c'est un truc qui marche sur plein de trucs. Vous l'avez vu dans l'hélico. Quand on ne sait pas filmer une scène de baston entre deux personnes, juste tu fais trembler ta caméra, tu bouges dans tous les sens et ça donne des impressions un peu ouf. Voilà, ça c'est une petite bidouille à la con. Pour la vue subjective, tu as incrusté une image de... La vue subjective, ouais, en fait, moi la scène, c'était en mode, il y a une voiture qui va nous faire barrage et il faut qu'on comprenne qu'on va aller ailleurs. Ça, on ne peut pas le comprendre en filmant les gens et je ne peux pas avoir un plan large de la voiture qui le fait vraiment. Donc j'ai juste filmé avec un stabilisateur histoire d'être droit. Le plan, je l'ai accéléré et après je l'ai coupé et j'ai rajouté du tremblement parce que dès que tu as un truc qui est un peu fake, tu rajoutes du tremblement dans le flot de mouvement, ça passe et ça fait la blague.
Ah, il y a un truc. Le rythme, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les bandes annonces, c'est qu'au début de chaque bande annonce, vous avez un teasing très rapide de ce que vous allez voir dans la bande annonce. Avant, ça commençait par un pack shot vert et ensuite les plans un peu lents, etc. Et comme ils ont compris que la consommation sur Internet c'était rapide et que les gens ils en avaient marre d'avoir des plans un peu lents, mais qu'il fallait quand même ces plans lents pour installer la bande annonce, maintenant ils font des bumpers, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est la bande annonce que vous allez voir en très très rapide et ça permet de capter l'attention du spectateur direct. La grosse difficulté, c'est la dynamique sur YouTube. C'est que tu regardes une vidéo à droite, tu as les recommandations, tu as plein d'autres vidéos. Donc si tu n'as pas du rythme dans les 5 premières secondes, et ça j'en parlerai un peu plus après. Ça, c'est des codes propres au web, ça, je crois. C'est propre au web. T'as pas la même. Enfin, en tout cas, moi j'ai réalisé pour la télé et pour le web, et tu vois la différence. Tu réalises pas de la même manière. Il faut rester assez speed. Parce que quand moi je vais découper une vidéo, je fais les montagnes russes. C'est-à-dire que je vais avoir une intro très rythmée, comme ça je capte l'attention, et après je pose la situation en mode ok, quel est le problème? C'est plus lent. Et après je rattrape un peu avec un truc plus rythmé pour amener un truc plus lent. Donc si tu as une vidéo de 2 minutes qui est méga lente et une vidéo de 5-6 minutes avec des trucs comme ça, c'est la vidéo de 5-6 minutes qui va marcher. Moi je sais que je passe beaucoup de temps sur mon intro et sur mon final, en montage, en écriture, en réel. Parce que l'intro c'est ce qui va capter ton spectateur et l'outro, le final, c'est ce qui va lui donner envie de partager, de se dire c'était cool, etc. Et à la limite, au milieu, c'est un petit bordel, tu peux développer, tu peux t'amuser. Donc c'est vraiment soigne ton intro, soigne ton outro, que ce soit en vlog, facecam, etc. C'est juste capte le spectateur dès le début et après amuse-toi. Caméra en mouvement, j'ai vu pas mal dans ce que vous avez fait. Il y a un truc tout con, mais quand vous faites des plans fixes, quand on filme comme ça, on tremble obligatoirement. On ne le voit pas forcément sur le tournage, mais on tremble. N'hésitez pas à filmer avec du poids sur votre caméra. Plutôt que de faire votre champ contre champ ou juste votre mouvement et tout avec ça dans la main, faites juste ça. Ça sera beaucoup plus stable. Après, parfois, en termes de mouvement de caméra, c'est voulu. Par exemple, dans des séries comme Bref, où la caméra est tout le temps en mouvement. En fait, ça dépend ce que tu vas raconter. La caméra épaule, c'est vachement utilisé pour les trucs un peu nerveux. Les Jason Bourne, les films d'action ou les trucs un peu comme ça où ça va vite. Mais par exemple, Titanic, tu vas pas le filmer avec une caméra qui fait des légers zooms ou qui tremble et tout. Ça dépend ce que tu veux raconter. Si tu veux filmer une scène en mode Versailles, en mode Titanic, en mode contemplatif, classique, classe, fluide, etc. Ouais, tu vas faire du plan large, tu vas faire du joli mouvement, tu bouges pas trop. Si tu veux raconter un truc un peu à la 24 heures chrono ou ces séries un peu speed ou ces films un peu séries, en effet, tu vas être un peu plus caméra épaule, en mode t'es prêt et tu surprends le spectateur aussi comme ça. Ça dépend de ta réal. Je vais vous parler des transitions. Les transitions, c'est gadget, mais ça rajoute beaucoup de rythme et ça capte ton spectateur. Et c'est des trucs qui sont assez simples à faire et limite dans vos réals, dans ce que vous allez devoir faire, etc. C'est des trucs qui sont toujours cool. Et pour moi, il y en a 4. La première, c'est le volet. C'est, tu filmes par exemple un plan large, quelqu'un passe devant et tout d'un coup, tu es en plan serré. Ça donne un effet assez cool. Je t'avais dit quoi, mon gars? T'es dans la vraie putain de zone. Le volet, ça permet de fluidifier des transitions. Là, on aurait pu faire un cut, mais juste parce qu'on a envie de garder un peu l'attention, de donner un truc un peu cool. Bah, c'est juste, tu fais le mouvement que tu fais sur un plan, tu fais le même sur l'autre et tu te débrouilles pour passer à un moment donné à côté d'un truc qui fait obstruction devant la caméra. Le cut filaire, un truc que j'ai beaucoup trop utilisé au début mais qui marche bien. Je vous montre la référence, je vous dis vite fait comment on fait. C'est tout con et c'est assez cool. Ce que lire dans les pensées des gens, c'est plus chiant que chose. Voilà, le cut filaire, c'est tu filmes ton gars et à la fin de sa scène, tu décides dès le début, tu dis je fais un gauche-droite, donc il finit sa scène, bam, mouvement très rapide pour avoir un flou de mouvement. Et après, quand tu commences ta scène dans un autre décor, tu fais la même chose, gauche-droite, bim. Et après, tu raccordes les deux et ça donne un effet très cool. Troisième transition, le raccord dans le mouvement, c'est ça par exemple. On va le faire pareil. Belle transition. Et c'est juste des raccords dans le mouvement où on peut avoir un mec qui est là, il est dans la rue et tout d'un coup il va se baisser très vite et tout d'un coup il s'assoit sur son canapé chez lui. Ou alors il passe de gauche à droite et tout d'un coup sur le plan suivant il est à nouveau de gauche à droite. C'est des petits trucs qui sont cool et qui permettent de capter ton spectateur. Le crash zoom, c'est un truc qui est de plus en plus utilisé dans les vlogs, dans les films de voyage et tout. C'est quand tu es en plan large, tu zoomes très rapidement et tu te retrouves sur le plan serré. Je vais vous montrer la ref. Non. Voilà, crash zoom. Là, c'est deux plans. C'est un plan large et un plan serré. Et sur les deux plans, ils font la même chose. J'aime bien finir sur des trucs un peu cool. Des combinaisons, différents exemples de transition pour vous montrer que tout aurait pu être fait au cut. Mais pour donner du rythme, j'ai préféré, et je l'ai écrit en même temps pour que ce soit comme ça.
raccord dans le mouvement, ça. De manière très naturelle, on détourne la conversation. Là, ça va être un volet, d'une manière différente, mais ça cache la caméra. Chez Margot, il y a une super expo en ce moment. Si ça dit, on peut y aller ensemble. Pourquoi pas, ouais. Raccord dans le mouvement. Si elle accepte, tu peux lui demander son numéro pour lui envoyer les infos. C'est facile. Donne-moi ton numéro. Donc là, vous avez vu un cut filaire à la fin, donc la filée, des raccords dans le mouvement, les trucs dans les cheveux, et le volet quand il cache la caméra. Ça aide la narration et ça aide le rythme. Et c'est vraiment tout bête à faire. Voilà. Je peux vous parler de mon expérience personnelle, mais quand j'ai commencé, j'avais 18 vraiment à gagner ma vie, et en fait, à l'époque, personne ne vient te chercher parce que t'es personne. Donc moi, le conseil, c'est n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, faites les trucs vous-même. Ne pas avoir peur, il faut vraiment vous dire, mais là maintenant, si vous êtes ici, c'est que vous avez tous fait des vidéos, c'est que les premières vidéos sont toujours nulles, toujours brouillons. Si je vous montrais les trucs que j'ai fait au début, c'est vraiment dégueulasse. Donc vous inquiétez pas, c'est normal de se rater, et c'est même très important à votre âge en fait. Je parle comme un vieux, c'est horrible. Mais non, mais c'est ça en fait, c'est que tournez un maximum en fait. Faites des trucs, même vous partez en voyage, filmez, juste racontez des trucs, et faites des erreurs, gourrez-vous, et c'est comme ça que vous allez évoluer et vous améliorer en fait. Il n'y a que comme ça. En fait, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est vous donner un petit scénario très simple, mais c'est purement de la réal, il n'y a même pas de dialogue, c'est juste pour vous faire tester un peu chaque groupe sur une mini scénette. Je vous le fais passer. Je te remercie. L'idée, en fait, c'est juste de voir un peu comment vous allez le réaliser, ce truc-là, parce qu'il y a différentes façons de le faire. Et ce qui serait intéressant, c'est que lundi matin, quand on se voit, on voit un peu comment chacun a visualisé le truc, en sachant que moi, je l'ai filmé tout à l'heure pour vous montrer comment moi, je le visualise. Donc, je l'ai fait avec les mêmes moyens que vous, c'est-à-dire complètement à l'arrache. C'était assez drôle d'ailleurs. Et voilà. Ok, bah cool, merci. Voilà, c'est extrêmement simple, mais ça peut être drôle de voir un peu comment chacun fait ça. Voilà, c'est tout. Pas de soucis. Allez.